Envie d'une récolte abondante de fraises juteuses dès l'été prochain, et non d'attendre une année entière, alors oubliez la précipitation du printemps et les plantations à l'aveuglette. Aujourd'hui, nous allons vous révéler tous les secrets de la culture des fraisiers en automne. Et je vais vous montrer une méthode d'enracinement tellement simple que vous vous demanderez pourquoi vous ne l'avez pas appliquée avant. Préparez-vous. Après cette vidéo, vos parterres de fraises ne seront plus jamais les mêmes. Mais alors, pourquoi l'automne? C'est très simple, et c'est là que réside toute l'astuce. La nature a déjà tout prévu pour nous. Au printemps, le plant est en état de stress. Il doit dépenser son énergie pour tout à la fois, développer ses racines, faire pousser son feuillage, fleurir et former ses fruits. C'est un effort colossal. En automne, c'est une toute autre histoire. Après la plantation, le fraisier ne se presse pas. Il développe lentement et sûrement un système racinaire puissant jusqu'aux premières gelées, puis entre en dormance. Au printemps, il accueille le retour de la chaleur en pleine possession de ses moyens, prêt à diriger toute son énergie vers une récolte généreuse. Alors, décomposons étape par étape notre méthode simple. Commençons par le plus important, le fondement même, le choix du bon moment pour la plantation d'automne. Vous savez, c'est un peu comme dans le sport, un bon départ est crucial. Si vous plantez trop tôt, par exemple en pleine canicule d'août, les jeunes plants délicats pourraient tout simplement succomber à la chaleur. Ou pire encore, ils risqueraient de confondre les saisons et de décider de fleurir. Or, ce dont nous avons besoin maintenant, ce n'est pas de fleurs, mais de racines puissantes. Si vous plantez trop tard, quand il ne reste qu'une semaine ou deux avant les premières gelées, le système racinaire n'aura pas le temps de s'ancrer correctement dans le sol. Un tel plant serait faible et pourrait ne pas survivre à son premier hiver. Où se trouve donc ce juste milieu? Il y a une règle simple. Le plant doit disposer d'environ 3 à 4 semaines de temps doux avant l'arrivée des gelées persistantes. Ce temps lui suffira amplement pour bien s'enraciner. Bien sûr, il n'existe pas de date universelle. Si vous vivez dans le sud, votre période idéale s'étend de fin septembre et même tout le mois d'octobre. Pour les régions du centre, la période parfaite est de fin août à mi-septembre. Mais dans les régions du nord, comme l'Oural et la Sibérie, il est préférable de ne pas tarder et de planter en août. Par conséquent, le conseil primordial ici est le suivant. Ne vous fiez pas au calendrier, mais aux prévisions météorologiques de votre région spécifique. Dès que la forte chaleur retombe et que les nuits deviennent fraîches, c'est le moment idéal. Saisir cet instant, c'est poser le premier et le plus important jalon vers une récolte magnifique. Passons maintenant à l'emplacement idéal pour notre future plantation. La fraise, ou plus précisément le fraisier des jardins, est une véritable amoureuse du soleil. Plus elle reçoit de lumière, plus vos fruits seront sucrés, parfumés et gros. Oubliez donc les recoins ombragés derrière la maison ou sous les pommiers. Il nous faut l'endroit le plus ensoleillé de votre parcelle, qui bénéficie d'un ensoleillement direct d'au moins 6 à 8 heures de par jour. Idéalement, il s'agira d'une parcelle plane ou d'une légère pente très douce, orientée sud ou sud-ouest. Pourquoi est-ce si important? Parce que sur une telle pente, la terre se réchauffe plus vite au printemps, et l'excès d'eau après les pluies ou la fonte des neiges ne stagne pas. Surtout, évitez les zones basses. L'air froid s'y accumule, et le risque de gel des racines ou de pourriture par excès d'humidité en est considérablement augmenté. Et voici un autre conseil d'expert. Prêtez attention à ce qui poussait à cet endroit avant les fraisiers. Sont à éviter absolument les emplacements où ont poussé des pommes de terre, des tomates, des poivrons et des aubergines. Elles partagent en effet des maladies communes avec le fraisier. En revanche, si l'emplacement a précédemment accueilli de l'oignon, de l'ail, des carottes, des pois ou toutes sortes de légumes verts, alors c'est l'emplacement parfait. Ces cultures assainissent le sol et constituent d'excellents précédents culturaux. Un emplacement bien choisi, c'est déjà la moitié du succès. Bien, l'emplacement est choisi. Passons maintenant à l'étape la plus cruciale, la préparation de la planche de culture. Je n'exagérerai pas en disant que c'est le fondement de toute réussite. 90% de votre succès en dépendent. On commence par un nettoyage en profondeur, une éradication totale. Il faut absolument éliminer toutes les mauvaises herbes, surtout les vivaces, le chien-dent, l'égopode, les pissenlits. Ne soyez pas paresseux, arrachez la moindre racine.
Si vous les laissez, au printemps, elles se transformeront en redoutables ennemis, privant vos fraisiers d'eau et de nutriments. Une fois la planche propre, il faut la bêcher profondément, sur toute la profondeur d'une bêche. Notre objectif est de rendre la terre aussi légère et aérée qu'une couette en plume, un vrai nid douillet où les jeunes racines délicates pourront s'épanouir sans effort. Les lourdes mottes de terre doivent impérativement être brisées au râteau. Et c'est là que réside un petit secret, mais d'une importance capitale que beaucoup oublient. Après le bêchage, la planche doit se tasser. Laissez-la reposer au moins une semaine, voire 2, c'est encore mieux. Si vous plantez vos jeunes plants dans une terre fraîchement travaillée et bien moelleuse, elle va se tasser après les pluies et les arrosages, entraînant avec elle les petits plants. En conséquence, leur collé se retrouvera sous terre, ce qui est presque une mort assurée pour la plante. Alors, ne vous précipitez pas, laissez à la terre le temps de se remettre. Mais comment préparer la terre avant d'y installer nos jeunes plants de fraisier? Car le fraisier est une plante particulièrement gourmande. Pour lui assurer un excellent départ et des réserves suffisantes pour l'hiver et le printemps, il est essentiel de bien amender le sol. Mais attention, il faut le faire avec méthode. Pour chaque mètre carré de votre future parcelle de culture, je recommande d'incorporer environ 1 seau de compost bien mûr ou de fumier bien décomposé. J'insiste sur ce point. Il doit être parfaitement mûr et décomposé, ayant l'aspect d'une terre légère et friable, et dégageant cette agréable odeur de sous-bois. Ajoutez également un verre de cendre de bois. C'est une excellente source de potassium qui favorise la sucrosité des fruits et de phosphore, essentiel au bon développement des racines. La cendre a aussi l'avantage de légèrement désacidifier le sol, ce que les fraisiers apprécient énormément. Enfin, comme engrais complet, vous pouvez ajouter une cuillère à soupe de nitrofosca. Ces granulés se dissoudront lentement, assurant ainsi une alimentation progressive et durable pour vos plants. Il est important de répartir uniformément tous ces éléments sur la surface de la planche de culture déjà ameublie. Ensuite, incorporez-les superficiellement en griffant la terre ou en passant soigneusement le râteau, afin que tous les nutriments se mélangent bien avec la couche supérieure du sol. Ce substrat ainsi enrichi deviendra le milieu idéal pour un enracinement rapide et prometteur, garantissant de futures récoltes abondantes. Démystifions immédiatement un mythe très populaire, mais particulièrement dangereux. Beaucoup de jardiniers débutants, surtout ceux qui suivent les conseils des anciennes générations, sont convaincus que le meilleur des engrais est le fumier. Et ils en incorporent généreusement à leurs planches avant de planter. Amis jardiniers, surtout, n'utilisez jamais de fumier frais pour la plantation de fraisiers à l'automne. C'est l'une des erreurs les plus grossières et les plus dommageables. Mais pourquoi? Premièrement, en se décomposant, le fumier frais dégage une chaleur intense. Cette chaleur peut littéralement brûler les jeunes racines délicates de vos plants. Loin de s'enraciner, ils dépériront. Deuxièmement, le fumier frais contient une forte concentration d'ammoniac sous une forme agressive, également très toxique pour les racines. Enfin, c'est un véritable nid à larves de ravageurs, comme les vers blancs du hanneton, et un foyer idéal pour les champignons pathogènes. Au lieu de fertiliser votre sol, vous risquez de l'infecter. Si vous ne disposez que de fumier frais, il aurait dû être incorporé au sol par un bon bêchage au printemps, sous une culture précédente, afin qu'il ait tout le temps de se composter et de mûrir avant l'automne. Retenez bien cette règle simple. À l'automne, n'utilisez que du compost bien mûr ou du fumier entièrement décomposé. Le fumier frais est votre ennemi numéro 1. Parlons maintenant du choix des plants, car de leur qualité dépendent directement la reprise de nos végétaux et le succès de notre future récolte. Nous avons 2 options principales. La première consiste à utiliser les stolons frais que vous pouvez prélever sur vos propres fraisiers déjà en production. La seconde est d'opter pour des plants en godet ou barquettes, achetés en pépinière ou en jardinerie. Chaque méthode présente ses avantages et ses inconvénients. Récupérer des plants à partir de vos propres stolons est, bien sûr, gratuit et vous êtes certain de la variété.
Cependant, vous courez le risque de propager des maladies et des parasites de votre ancienne plantation à la nouvelle. De plus, la qualité de ces ostolons peut être inégale. Les plants en godet, quant à eux, sont généralement un matériel sain et robuste, avec un système racinaire déjà bien formé et protégé. Ces jeunes plants subissent un stress minimal lors de la transplantation et leur reprise est presque garantie à 100%. L'inconvénient, c'est que cela représente un coût, et il y a toujours un léger risque d'acheter une variété différente de celle annoncée sur l'étiquette. Alors, que choisir? Si vous êtes confiant dans la bonne santé de vos anciens fraisiers et qu'ils vous ont donné d'excellentes récoltes, n'hésitez pas à utiliser leurs stolons. En revanche, si vos fraisiers ont été malades, ou si vous souhaitez renouveler vos variétés, il est préférable de ne pas prendre de risques et d'acheter des plants en godet de qualité auprès d'un fournisseur fiable. C'est un investissement qui, soyez-en sûrs, portera ses fruits. Si vous décidez malgré tout d'utiliser les stolons de vos propres fraisiers, il existe un petit secret, mais ô combien important, pour bien les préparer. Il ne faut pas simplement arracher la rosette du plant mère et la transporter directement vers une nouvelle parcelle. Un tel jeune plant subirait un stress énorme. Le mieux est de les préparer à l'avance. Choisissez les pieds de fraisier les plus vigoureux et sains, âgés de 2 à 3 ans. Ce sont eux qui produiront les stolons les plus robustes. Nous aurons besoin des rosettes de premier ordre ou au maximum de second ordre. Ce sont celles qui sont les plus proches du plante-mère. Dès qu'une telle rosette commencera à développer ses propres petites racines, prenez un petit pot ou un godet, remplissez-le de terreau léger et fixez simplement la rosette à la surface du substrat dans ce pot sans séparer le stolon du plant principal. Autrement dit, nous donnons au jeune plant la possibilité de développer son propre système racinaire tout en continuant de se nourrir du plant mère. Après quelques semaines, une motte de racines bien développée se sera formée dans le pot. C'est à ce moment-là que vous pourrez couper le stolon en toute confiance, et vous aurez alors en main un jeune plant avec un système racinaire fermé qui supportera la transplantation sans le moindre souci. Cette méthode simple augmente considérablement le taux de reprise et donne au plant un excellent départ. Si vous achetez des jeunes plants déjà prêts, surtout sur les marchés ou auprès de particuliers, la vigilance est de mise pour ne pas vous faire avoir. Je vais vous montrer les points essentiels à vérifier pour choisir des plants de qualité qui prospéreront dans votre jardin. Tout d'abord, examinez attentivement les feuilles. Il doit y en avoir au moins 3 ou 4. Elles doivent afficher un vert sain et éclatant, sans aucune tache, trou ou trace de maladie. Des feuilles pâles, jaunâtres ou déformées sont un signe évident de maladie ou de carence nutritive. Ensuite, portez votre attention sur le cœur du plant, c'est-à-dire le bourgeon central d'où émergent les nouvelles pousses. Il doit être ferme, charnu et bien vert, avec une épaisseur d'au moins 7 mm. Si ce cœur est fin et chétif, le plant aura du mal à se développer et ne donnera pas un beau pied robuste. Enfin, et c'est le point le plus crucial, les racines. Si vous achetez des plants en godet ou en barquette, la motte de terre doit être intégralement recouverte de racines blanches et saines. Lorsque vous retirez délicatement le plant de son godet, la motte ne doit absolument pas s'effriter. Si, en revanche, vous optez pour des plants à racines nues, la chevelure racinaire doit être abondante, d'une couleur claire et mesurer au moins 5 à 7 cm de long. Toute racine sombre, sèche ou pourrie est un mauvais signe et doit être évitée. N'ayez pas peur d'inspecter chaque plant minutieusement. Mieux vaut consacrer quelques minutes à une sélection rigoureuse que de regretter ensuite votre investissement en argent et en temps chez K. Alors, notre planche de culture est parfaitement préparée et les meilleurs plants sont à portée de main. Nous abordons maintenant le moment le plus magique, la plantation. On pourrait penser que rien n'est plus simple, creuser un trou, y glisser un plant, le recouvrir de terre. Mais là, comme le dit l'adage, le diable se cache dans les détails. C'est précisément de la bonne exécution de ce processus que dépendront la rapidité avec laquelle vos fraisiers prendront racine et leur survie lors du premier hiver. Il est préférable de planter par temps nuageux ou en soirée, lorsque le soleil était moins intense. Cela permettra d'éviter un stress inutile aux jeunes plants. Avant de creuser les trous, ratissez à nouveau soigneusement la surface de votre planche de culture.
Nous avons besoin d'une surface parfaitement plane. Je vous recommande d'utiliser un simple marqueur de jardin ou de tendre une cordelette afin d'obtenir des rangées bien droites. C'est non seulement esthétique, mais aussi très pratique pour l'entretien futur, le désherbage et la récolte. Ne vous précipitez pas, faites tout avec soin et amour, car nous ne faisons pas que planter des plants, nous posons les fondations de notre futur paradis de petits fruits. Et chaque plant correctement mis en terre est une promesse de fraises juteuses et sucrées l'été prochain. Mais avant que notre jeune plant ne rejoigne sa future demeure, il est essentiel de réaliser une étape souvent oubliée, et c'est bien dommage. Il s'agit du trempage des racines, un geste simple qui garantit un démarrage rapide. C'est particulièrement crucial pour les jeunes plants à racines nues qui ont pu subir un léger stress hydrique ou se dessécher pendant le transport et le stockage. Même une demi-heure à l'air libre peut endommager ces fines radicelles absorbantes. Pour les réhydrater et leur offrir un puissant élan de croissance, nous allons préparer une solution spéciale. L'option la plus simple et la plus efficace est d'utiliser des stimulateurs racinaires, comme le cornevine ou l'hétérooxine. Il suffit de diluer la poudre dans l'eau selon les instructions du fabricant, puis d'y plonger les racines de vos jeunes plants pendant 1 à 2 heures. Si vous n'avez pas de produit spécifique sous la main, pas de panique. Des solutions naturelles feront aussi l'affaire. Par exemple, une solution de miel, une petite cuillère de miel diluée dans 1 litre d'eau. Le miel regorge de substances bénéfiques qui stimulent naturellement la croissance des racines. Ce trempage hydrate les racines en profondeur, les réveille et permet à la plante de s'adapter beaucoup plus rapidement à son nouvel environnement. Pour les jeunes plants en godet ou en motte, avec leur système racinaire déjà protégé, un trempage prolongé n'est pas nécessaire. Il suffit de bien arroser la motte de terre directement dans son contenant, 1 heure avant la plantation, avec de l'eau éventuellement enrichie d'un stimulateur racinaire comme le cornevine. Ce geste simple est votre meilleure assurance contre les pertes et la garantie d'une excellente reprise de vos cultures. Maintenant que les racines sont préparées, il est temps de creuser les trous de plantation. Ici aussi, les bonnes dimensions et les espacements sont cruciaux. Inutile de faire des trous gigantesques, mais des cavités trop petites seraient tout aussi inappropriées. Le trou idéal doit être suffisamment spacieux pour que le système racinaire de votre jeune plant s'y loge librement, sans que les racines ne se plient ou ne se tordent. Généralement, une profondeur et une largeur de 20 à 25 cm suffisent. C'est assez pour que les radicelles se retrouvent dans une terre meuble et fertile. Parlons maintenant du plan de plantation. Il existe de nombreuses options, mais je vous recommande la plus simple et la plus éprouvée. La plantation en ligne unique. Avec cette méthode, nous espaçons les rangs de 60 à 70 cm les uns des autres. Ce large espacement entre les rangs garantira une excellente ventilation des plants à l'avenir, ce qui est une excellente prévention contre les maladies fongiques. De plus, cela vous permettra de circuler très facilement entre les rangs pour l'entretien et la récolte des baies. Sur le rang, nous laissons environ 30 cm entre chaque plant. Ne soyez pas tentés de planter plus serré. À première vue, la planche peut sembler comporter beaucoup d'espace vide. Mais croyez-moi, dès l'été prochain, les plants se seront développés et se sentiront à l'étroit. Des plantations trop denses mènent directement à des fruits de petite taille et à la propagation des maladies. Le respect de ces espacements simples est la clé d'une plantation saine et productive pour les années à venir. Nous abordons maintenant l'erreur la plus fréquente et la plus dévastatrice pour les débutants. Une profondeur de plantation incorrecte. J'ai vu des centaines de parcelles où la moitié des plants ont péri pour cette unique raison. Il existe 2 extrêmes, et les 2 sont également préjudiciables. Le premier extrême est la plantation trop profonde. C'est quand le jardinier enfonce le plant trop loin dans la terre et que sa partie centrale, appelée le point de croissance ou le cœur, se retrouve entièrement recouverte de sol. Dans ce cas, le cœur commence à pourrir, surtout par temps humide, et le plant finit par mourir. Il peut végéter un certain temps, mais vous n'obtiendrez ni un bon développement, ni surtout une récolte décente de sa part. Le second extrême est la plantation trop superficielle ou haute. C'est quand le cœur, au contraire,
dépasse trop du sol et que la partie supérieure des racines se retrouve exposée. Ces racines se dessèchent rapidement au soleil et au vent, et en hiver, elles sont les premières à souffrir du gel. En conséquence, la plante s'enracine mal, tombe malade et peut également périr. Cela peut sembler un détail insignifiant, 1 centimètre par-ci, 1 centimètre par-là, mais pour un fraisier, c'est une question de vie ou de mort. C'est pourquoi nous allons maintenant aborder une règle simple qui vous aidera à éviter cette erreur cruciale une fois pour toutes. Retenez bien cette règle simple, elle est vitale pour la survie de vos jeunes plants. Sur chaque plant de fraisier, repérez son cœur. C'est le bourgeon central, le point de croissance d'où émergent les nouvelles feuilles. Eh bien, lors de la plantation, ce cœur doit impérativement se situer pile au niveau du sol, ni plus haut ni plus bas. Comment y parvenir concrètement? C'est très simple. Une fois votre trou de plantation creusé, formez au centre une petite butte de terre. Prenez ensuite votre plant et étalez délicatement ses racines sur les pentes de cette butte, un peu comme si elles formaient une petite jupe. Pendant ce temps, maintenez le plant de manière à ce que la base de son cœur arrive exactement au niveau du sol de votre parcelle. Ensuite, commencez à reboucher délicatement le trou avec de la terre tout autour, en tassant légèrement avec vos mains de temps en temps pour éviter toute poche d'air autour des racines. Une fois le trou entièrement rebouché, vérifiez une dernière fois la position du cœur. Il doit juste affleurer la surface sans pour autant flotter au-dessus du sol. Cette astuce simple de la petite butte au fond du trou empêchera votre plant de s'enfoncer et vous aidera à maintenir la profondeur de plantation idéale. Exercez-vous sur 1 ou 2 plants et vous verrez à quel point c'est facile. Une fois le jeune plant installé dans son trou et la terre bien tassée autour, il est essentiel de l'arroser correctement. Et là aussi, il y a une subtilité. Il ne s'agit pas de simplement verser de l'eau sur les feuilles par le dessus avec un arrosoir à fort débit. Un tel arrosage risquerait d'éroder le sol autour des racines et de les laisser à découvert. L'arrosage correct après la plantation consiste en un trempage délicat et généreux de la zone racinaire. Chaque jeune plant devrait recevoir au moins un demi-litre et idéalement 1 litre entier d'eau tiède et reposée. Arrosez lentement, directement au pied du plant, pour que l'eau ne se disperse pas mais pénètre entièrement dans le sol. Cela permet de chasser les poches d'air restantes et d'assurer un contact maximal des racines remettent avec la terre. Ceci est crucial pour un enracinement rapide et une bonne reprise. Une fois l'eau bien absorbée, vous pourriez remarquer que la terre s'est légèrement affaissée. Dans ce cas, il convient d'ajouter un peu de terre sèche ou de terreau autour du plant. Cette technique est parfois appelée arrosage sec. Elle crée une fine couche de paillage qui empêche la formation d'une croûte superficielle et aide à retenir l'humidité plus longtemps. Pendant la première semaine suivant la plantation, surveillez attentivement l'humidité du sol. Si le temps est sec, arrosez les jeunes plants tous les 2 à 3 jours. Alors, nos jeunes plants sont maintenant plantés et bien arrosés. Mais le travail n'est pas encore terminé. Il est essentiel de leur garantir un hivernage serein et confortable. Et le meilleur allié pour cela, c'est le paillage. Beaucoup de jardiniers, surtout les débutants, voient le paillage comme une étape facultative, une corvée supplémentaire. Mais pour la plantation de fraisiers à l'automne, ce n'est pas un caprice, c'est une nécessité absolue. Alors, à quoi sert le paillis? Premièrement, il protège le système racinaire des variations de température extrêmes. Sous une bonne couche de paillis, la terre gèle moins vite et moins profondément. Et au printemps, les dégels successifs, suivis de gelées, ne sont plus aussi redoutables. Cela préserve les jeunes racines encore fragiles de la destruction. Deuxièmement, le paillis maintient parfaitement l'humidité du sol, ce qui réduit considérablement la fréquence d'arrosage. Troisièmement, il limite efficacement la pousse des mauvaises herbes qui pourraient se développer lors des redoux automnaux. Et enfin, un paillis organique, en se décomposant lentement, devient une source précieuse d'éléments nutritifs supplémentaires pour nos plantes. Ainsi, en paillant votre carré de fraisier dès l'automne,
vous réglez plusieurs problèmes à la fois et vous offrez à vos plants des conditions d'hivernage absolument idéales. Quel est le meilleur paillis pour la plantation automnale des fraisiers? Les options sont nombreuses, mais toutes ne se valent pas. La paille fraîche est à proscrire absolument. En hiver, les souris adorent y faire leur nid et en profitent pour grignoter le cœur de vos jeunes plants. La surfraîche n'est pas non plus idéale. Elle absorbe beaucoup d'humidité, se transforme en une croûte de glace et peut acidifier le sol. Le paillis idéal pour l'automne est celui qui est meuble, aéré et ne se tasse pas. Mon coup de cœur personnel, c'est le paillis d'aiguilles de conifères, des aiguilles de pin ou d'épicéas tombées en forêt. Elles protègent parfaitement du gel, laissent passer l'air, empêchent le développement de la pourriture grise et repoussent certains nuisibles. Le compost bien décomposé ou la tourbe conviennent également très bien. Non seulement ils réchaufferont les racines, mais ils serviront aussi d'engrais supplémentaires. On peut utiliser des feuilles mortes sèches, mais uniquement celles provenant d'arbres sains, comme le bouleau ou l'érable. La couche de paillis devrait être d'environ 5 à 7 cm. Il faut l'étaler autour des plants, en veillant à ne pas recouvrir leur cœur. Il est préférable de pailler non pas immédiatement après la plantation, mais plutôt à l'approche des gelées persistantes, lorsque la couche superficielle du sol est déjà légèrement prise par le gel. Que faire si vos fraisiers, plantés à l'automne, décident soudainement de fleurir? Cela arrive parfois, surtout si l'automne est long et doux. La plante confond les saisons et pense qu'il est temps de produire des fruits. Pas de panique, ce n'est pas grave, mais cela demande votre intervention. Voir une petite fleur sur un jeune plant peut être agréable à l'œil, c'est vrai, mais à ce stade, ce n'est absolument pas ce dont nous avons besoin. Toute l'énergie de la plante doit être dirigée vers un seul objectif: développer un système racinaire puissant pour passer l'hiver avec succès. La floraison, et encore plus la formation de fruits, représente une dépense d'énergie colossale qui affaiblirait considérablement le jeune plant avant l'hiver. C'est pourquoi, aussi difficile que cela puisse être, il faut supprimer sans pitié toutes les hampes florales qui apparaissent. Il suffit de les pincer délicatement à la base dès que vous les remarquez. Ne les laissez pas s'épanouir. En effectuant cette simple procédure, vous redirigerez toute l'énergie de la plante d'une floraison actuellement inutile vers un processus d'enracinement bien plus crucial. Et au printemps, ce même plant vous remerciera par une floraison beaucoup plus puissante et abondante, qui, elle, donnera une véritable récolte. Un autre sujet qui divise toujours les jardiniers. Faut-il couper les feuilles des jeunes plants avant l'hiver? Sur Internet, on trouve une multitude de conseils contradictoires. Certains affirment qu'il faut retirer tout le feuillage pour que la plante ne gaspille pas son énergie à le maintenir. D'autres, au contraire, soutiennent qu'il ne faut absolument rien toucher. Alors, où se trouve la vérité? Comme souvent, la vérité se trouve à mi-chemin. Couper entièrement toutes les feuilles des jeunes plants fraîchement mis en terre à l'automne est une grave erreur. Les feuilles sont de véritables usines à nutriments pour la plante. C'est grâce à la photosynthèse qu'elles accumulent les sucres et les substances nutritives qui migrent ensuite vers le système racinaire, aidant ainsi l'arbuste à passer l'hiver. En privant le jeune plant de toutes ses feuilles, vous le privez de ses réserves pour l'hiver et l'affaiblissez considérablement. De plus, le feuillage dense forme une protection naturelle supplémentaire pour le cœur de la plante contre les rigueurs du gel. Alors, que faut-il faire? Il est néanmoins conseillé de procéder à un examen attentif. Si vous constatez la présence de feuilles malades, sèches, endommagées ou présentant des taches, il faut bien sûr les retirer délicatement à leur base. En revanche, toutes les feuilles saines et vertes doivent impérativement être laissées en place. Elles continueront de travailler jusqu'aux premières gelées au profit de notre future récolte. Retenez ceci, à l'automne, pour les jeunes plants, on ne procède qu'à une taille sanitaire et non à une taille complète. Démystifions la crainte numéro 1 qui freine beaucoup de jardiniers à planter à l'automne. L'idée que les jeunes plants gèleront à coup sûr pendant l'hiver. C'est là une idée reçue tenace. En réalité, un fraisier correctement planté à l'automne est bien mieux préparé pour l'hiver qu'on ne le pense généralement. Premièrement, comme nous l'avons déjà mentionné, il dispose d'un mois entier, voire plus,
pour développer un système racinaire solide et s'ancrer fermement dans le sol. C'est le gage principal d'un hivernage réussi. Deuxièmement, la nature elle-même a prévu une protection. La neige est la meilleure et la plus fiable des couvertures pour les fraisiers. Une couche de neige de seulement 20 à 30 cm peut protéger les plantes, même dégelées à moins 30 degrés. Sous cette couverture protectrice, la température au niveau du sol descend rarement en dessous de moins 5 à moins 7 degrés, ce qui est absolument sans danger pour la fraise. Des problèmes peuvent survenir uniquement lors des hivers sans neige, ces hivers dits noirs, quand de fortes gelées s'abattent sur un sol nu. Mais même dans ce cas, un paillage adéquat, dont nous avons déjà parlé, vient à notre rescousse. Alors, ne craignez rien. Si vous avez fait les choses correctement, choisi le bon moment, préparé le parterre et paillé vos plantations, vos fraisiers passeront l'hiver sans problème et au printemps, ils reprendront leur croissance parmi les premiers. Et pour terminer nos conseils du jour, un point directement lié au précédent. Soucieux de protéger vos jeunes fraisiers du gel, ne cédez pas à la tentation de trop les couvrir. Certains jardiniers, par crainte excessive du froid, transforment leur culture en véritable étuve. Ils recouvrent les rangs d'une épaisse couche de paille, les emballent sous plusieurs couches de voile d'hivernage et par-dessus, ajoutent même une bâche en plastique. C'est une erreur à ne surtout pas commettre. Pourquoi ? Parce que pour le fraisier, le véritable ennemi en hiver, ce n'est pas tant le gel que le pourrissement par étouffement. Sous un abri aussi épais et hermétique, l'humidité s'accumule lors des redoux hivernaux ou de début de printemps. Cela crée un véritable effet de serre. Le collet et les racines pourrissent, favorisant le développement de maladies fongiques comme la pourriture grise. Au final, au printemps, au lieu de découvrir des plants sains et robustes, vous risquerez de ne trouver qu'un amas de pourriture. Retenez bien, la meilleure protection, c'est la neige elle-même. Notre rôle est simplement d'aider la neige à s'accumuler sur vos planches de culture. Pour ce faire, vous pouvez y disposer des branches de résineux ou simplement des branchages issus de la taille de vos arbres. Ils serviront de pare-neige. Une protection supplémentaire avec un voile d'hivernage ne sera utile que dans les régions où les hivers sont particulièrement rigoureux et peu enneigés. Mais même dans ce cas, cette protection devra impérativement rester légère et respirante. Et voici le point crucial que beaucoup négligent. Le secret du succès des plantations d'automne ne réside pas dans des engrais magiques ou des techniques agronomiques complexes. Non, le secret, c'est que nous arrêtons tout simplement d'interférer avec la nature. Un plant de fraisier mis en terre à l'automne, c'est comme un athlète intelligent qui consacre tout l'automne et l'hiver à une séance d'entraînement intense, développant ses muscles, c'est-à-dire ses racines. Un jeune plant printanier, en revanche, est une bête de somme épuisée, à qui l'on demande à la fois de courir un marathon et de tirer une lourde charge. C'est précisément cette période de repos hivernal et d'enracinement qui donne un avantage colossal aux plantations d'automne. Au printemps, vous n'avez plus un jeune plant fragile dans votre potager, mais une plante robuste et pleinement développée, prête à fleurir et à fructifier. Voilà pourquoi la récolte de l'année suivante, issue d'une plantation d'automne, est toujours plus abondante et de meilleure qualité. Ainsi, planter des fraisiers à l'automne n'est pas qu'une simple alternative. C'est une méthode véritablement intelligente et facile pour garantir un résultat optimal. Vous donnez du temps à la plante et elle vous le rend par une récolte généreuse. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau et d'utile, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres astuces de jardinage. Et maintenant, une question pour vous. Plantez-vous des fraisiers en automne ou préférez-vous la méthode traditionnelle du printemps ? Partagez votre expérience et vos avis dans les commentaires, discutons-en.